Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre, exceptionnellement ce soir, 21h45, actualité oblige, sur votre 21h45, ce samedi 25 Ramadan 1434, ce qui correspond au 3 août 2013, à 21h45, passé sous les signes, vous l'avez compris, des prochaines séances électorales. Les principaux titres du journal. Une convocation, celle du collège électoral pour le 12 octobre prochain. Un projet de décret a été adopté dans ce sens par le Conseil des ministres au cours de sa réunion d'aujourd'hui. Une offensive, celle engagée depuis vendredi dernier par l'armée tunisienne contre des salafistes dans l'est du pays, à la frontière avec l'Algérie, précisément sur le mont Chambi. Des marches, celles organisées à travers le monde dans le cadre de la journée mondiale de Quds. C'était hier, manifestation à travers le monde pour soutenir la cause palestinienne et condamner donc la politique de judéisation de la ville sainte. Voilà pour donc les titres et l'actualité en ce dernier samedi du mois de Ramadan. Deux dates à retenir ce soir, celle du 12 octobre 2013 pour la convocation du collège électoral pour les législatives et les communales. L'autre date à retenir, celle du 26 octobre 2013 en cas de second tour. Des rendez-vous fixés, vous le savez, par le projet de décret adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion d'aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Un projet de décret d'ailleurs qui sera expliqué tout à l'heure par les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le Conseil des ministres a également adopté et examiné deux autres projets de décret, l'importante création et dénomination de la commune de Chami et fixant ses limites territoriales. La création de la commune de Chami permettra d'envisager la révision de la liste électorale en tenant compte des populations relevantes de la nouvelle entité. Le troisième projet de décret adopté au cours de cette réunion du Conseil des ministres porte, lui, sur l'ouverture d'un compte d'affectation spéciale intitulé « Utilisation des fonds du don exceptionnel résultant de la table ronde de Bruxelles ». 4 communications ont été faites au cours de ce Conseil des ministres et la communication faite par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération relative à la situation internationale, la communication présentée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation relative à la situation intérieure, ensuite celle présentée par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, une communication relative à l'organisation du pèlerinage pour l'année 1434-2013, c'est-à-dire cette année. La date d'ouverture du Hajj, donc le pèlerinage pour cette année, a été fixée à une semaine après l'adoption de la présente communication. Une communication qui porte également sur un ensemble de mesures destinées à améliorer les services et l'encadrement au profit des pèlerins. Enfin, la quatrième et dernière communication, c'est celle présentée par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Une communication relative à l'état d'avancement des chantiers dans toutes les wilayas du pays. Donc, parmi les projets de décret adoptés au cours de cette réunion aujourd'hui du Conseil des ministres, il y a ce projet convoquant le collège électoral pour les prochaines échéances électorales, donc les législatives et les communales. Un projet dont le contenu a été présenté devant la presse par les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Ould-Horma. Article 1er. Le collège électoral est convoqué le samedi 12 octobre 2013 et en cas de second tour, le samedi 26 octobre 2013, en vue d'élire les députés à l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux. Les membres des forces armées et de sécurité inscrits sur la liste électorale votent le vendredi 11 octobre 2013 et en cas de second tour, le vendredi 25 octobre 2013. Article 2. Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature sont déposées auprès du représentant local de la Commission électorale nationale indépendante. Après versement de la caution entre le mercredi 28 août 2013 à 0h et le jeudi 12 septembre à minuit. Reçu provisoire de déclaration en est délivré. La Commission électorale
nationale indépendante apprécie la validité des déclarations de candidature au plus tard le mardi 17 septembre 2013 à minuit et donne récépissé définitif. Article 3. Pour l'élection des conseillers municipaux, le dépôt des candidatures s'effectuera auprès du représentant local de la Commission électorale nationale indépendante, après versement des cautions entre le mardi 13 août 2013 à 0h et le vendredi 23 août 2013 à minuit. Récépissé provisoire des déclarations en est délivré. La Commission électorale nationale indépendante contrôle la validité des listes candidates au plus tard le lundi 2 septembre 2013 à minuit et donne récépissé définitif. Article 4. La campagne électorale pour les deux élections sera ouverte le vendredi 27 septembre 2013 à 0h et close le jeudi 10 octobre 2013 à minuit. Article 5. Le scrutin des deux élections sera ouvert à 7h et clos à 19h. Article 6. Toutes les opérations électorales des deux élections seront exécutées par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est chargé du suivi de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence et au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Un projet de décret donc, dont le contenu vient d'être publié, vient d'être présenté par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Donc 12 octobre 2013 pour la convocation du collège électoral pour les législatives et les communales et le 26 octobre en cas de second tour. Alors, après la réunion du Conseil des ministres, eh bien, il y a eu des explications donc, faites par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, ainsi que son collègue des Affaires islamiques de l'enseignement originel. Ils ont commenté donc les travaux du Conseil des ministres au cours d'une conférence de presse que vous avez pu suivre d'ailleurs dans son intégralité avant ce journal. Il a été bien entendu question de ce décret relatif à la convocation du collège électoral. Il a été question également aussi au pèlerinage cette année, puisqu'une communication a été faite dans ce sens par le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel. Tout cela a été donc discuté au cours de cette conférence de presse et les ministres se donnent répondant aux questions des journalistes présents au cours de cette conférence de presse, tenue donc après la réunion du Conseil des ministres. Une réunion où vous l'avez vu, tous les ministres étaient là. Certains pourtant étaient auparavant à l'intérieur du pays dans le cadre des visites d'informations sur place sur la situation, s'informer sur la situation des populations, sur leurs problèmes, mais aussi sur le déroulement des projets qui sont en cours dans les différentes wilayas. Des visites également qui ont permis de lancer de nouveaux chantiers. Alors nous nous intéressons ce soir aux activités du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et au niveau de la wilaya du Tagan ainsi que celle des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Nous allons commencer par les activités du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au niveau de la wilaya du Tagan et notamment au niveau de Tidjigja. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? C'est un compte rendu des chers indices. Lors de sa rencontre avec les habitants de la ville de Tidjigja, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, a indiqué qu'il était venu prendre connaissance des problèmes posés aux citoyens, aussi bien ceux relevant de son département que ceux du ressort d'autres ministères, précisant que l'action du gouvernement est commune et qu'elle est mise au service du citoyen. Dans l'un des quartiers de Tidjigja, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction d'une école type de 8 salles de classe, dotée de tous les espaces culturels et de divertissement. Nous sommes ici à Tidjigja, conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui a instruit l'ensemble du gouvernement de son Excellence Dr Moulay Mohamed Ardaf de donner une importance particulière à la couche des déshérités. Le changement constructif, ce n'était pas un slogan, c'est une réalité. On le matérialise aujourd'hui par la construction de cette école nouveau modèle, nouvelle génération, dans un des quartiers les plus pauvres de Tidjigja. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
les pauvres n'ont plus besoin d'avoir des intermédiaires avec le pouvoir. Les premiers représentants des pauvres, ce sont les membres du gouvernement eux-mêmes qui défendent les intérêts des pauvres. Je disais tout à l'heure que le changement constructif, ce n'était pas un slogan, c'est la réalité, la preuve, une école de construite. Les gens n'ont plus besoin de faire beaucoup de kilomètres pour aller à l'école, ça ne les incite pas. À Tijikja, toujours, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, a ordonné le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de certains établissements scolaires qui doivent être prêts pour la prochaine année scolaire. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation des bâtiments et édifices publics. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation des projets exécutés par l'État, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est informé sur le déroulement des travaux de construction de la route Attar-Tijikja qui reliera le centre du pays au réseau routier national. Cette route permettra le désenclavement de plusieurs centaines de localités situées entre les wilayas de l'Adrar et du Tagant. Le ministre a pu suivre des explications détaillées sur cette route et son impact sur l'économie nationale. Chers amis, laissez-moi rester avec nous. Cette fois, vous allez nous parler des activités de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. La ministre qui était, elle, à Ayoun, la capitale du Hod el-Gharbi. Et parmi ces activités chères, il y a des visites des services relevant de son département, mais aussi des gestes au profit de plusieurs familles pauvres et des personnes handicapées. À Ayoun, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Michel Vergès, a supervisé une cérémonie de remise d'aide au profit de quelques nécessiteux de la wilaya du Hod el-Gharbi. Une centaine de familles pauvres ont ainsi bénéficié de cette aide qui a touché aussi les personnes handicapées et d'autres personnes atteintes de maladies rénales. Au cours d'une réunion à laquelle ont assisté les chefs services régionaux, les associations de personnes handicapées et plusieurs familles issues de la wilaya, Mme Aïcha Michel Vergès s'est entretenue des objectifs de sa visite, dont le premier est d'être à l'écoute des citoyens, prendre connaissance de leurs problèmes et chercher à leur trouver des solutions appropriées. Madame la ministre a passé ensuite en revue la politique générale de l'État, toute orientée ces dernières années vers les franges à faible revenu, longtemps laissées pour compte et marginalisées. Elle a ensuite rappelé l'importance accordée à l'appui des activités féminines, notamment au Hod el-Gharbi. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a visité la coordination régionale de son département où elle a suivi une présentation de cette structure et les conditions de travail en son sein. Au centre de formation et de perfectionnement relevant de l'établissement mauritano-qatari pour le développement social financé par son Altesse Cheikha Mouza Bent Nasr El-Mesned, la ministre a visité les ateliers de couture et le laboratoire. Dans ces différents services, Mme Aïcha Michel Vergès a pris connaissance des conditions générales du travail. À Ayoun toujours, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a visité un jardin d'enfants où elle a reçu des explications sur la méthodologie d'enseignement au sein de cet établissement. À noter que la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille à Ayoun avait coïncidé avec la célébration de la Semaine nationale de l'arbre. À cette occasion, Madame la ministre a planté un arbuste dans le cadre des festivités commémorant cette Semaine nationale. Voilà pour les activités donc des ministres de l'Intérieur et du pays. Les activités des partis politiques à présent, avec ce soir, celle de l'IPR, l'Union pour la République, l'IPR, dont la Commission nationale des femmes a distribué aujourd'hui des sommes d'argent au Centre national d'oncologie, et cela au profit d'une trentaine de malades de ce centre. Une action qui entre dans le cadre donc de l'initiative pour renforcer l'entraide. C'est ce qu'a expliqué la présidente de cette commission, Mme Aïcha Michel Vergès, soulignant l'intérêt accordé par la commission à aider les personnes atteintes du cancer. Autre activité, autre partie, cette fois les cerceaux de la jeunesse pour la patrie, c'est parti qui vient de lancer pour la deuxième fois son action de volontariat qu'il entreprend durant le mois béni du Ramadan. C'était hier soir au cours d'une cérémonie dans la Muqata'a de Dar al-Naïm, cérémonie au cours de laquelle la présidente de ce parti, Mme Lalla Mtshrif, a distribué des sommes d'argent au profit des plus démunis dans cette Muqata'a, à l'occasion pour elle d'appeler l'ensemble des Mauritaniens
au centre de recensement du Ravel, donc le recensement administratif à vocation électorale, pour participer aux prochaines échéances électorales. La cérémonie était également marquée par l'adhésion d'un groupe des jeunes et des cadres de Dar el-Naïm à ce parti. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal. Eh bien, hier, c'était le dernier vendredi du mois béni du Ramadan. Eh bien, c'est une journée, ce dernier vendredi a coïncidé avec la journée mondiale de Quds, autrement dit Jérusalem. Journée marquée à travers le monde par de nombreuses manifestations et de nombreuses marches. Ils étaient des centaines de milliers de personnes dans les rues de Gaza, de Téhéran, de Beyrouth et dans bien d'autres grandes villes du monde musulman et arabe pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne et dénoncer en même temps la politique de judaïsation de la ville sainte, cette politique entreprise par le gouvernement israélien. La situation en Égypte est bien une journée relativement calme, mais un calme précaire, car la mobilisation ne faiblit pas. Donc, pas d'affrontement entre les forces de l'ordre et les islamistes pro-Mohamed Morsi, le président déchu. Eh bien, les autorités égyptiennes ont appelé les islamistes à mettre un terme à leur sit-in et dans le même temps, ces mêmes autorités ont promis de ne pas employer la force pour les déloger. La Tunisie à présent, la Tunisie avec cette opération d'envergure entreprise depuis vendredi matin par l'armée tunisienne contre les salafistes sur le mont Chambi dans l'est du pays à la frontière avec l'Algérie. Vous savez que c'est cette zone où 8 soldats tunisiens avaient été sauvagement tués il y a quelques jours par des terroristes présumés. Dans l'actualité tout proche de nous, le Mali, après la proclamation des résultats du premier tour, le temps est désormais aux tractations politiques et à la campagne en prévision donc du second tour de l'élection présidentielle malienne prévue le 11 août prochain. Et d'ores et déjà, les premiers ralliements se sont fait annoncer. Médicanarli. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête le 28 juillet avec 39,2% des voix devant Soumaïla Cissé qui a obtenu 19,4% des votes selon le résultat officiel publié vendredi. Les tractations ont toutefois été bousculées samedi par le ralliement du candidat du plus grand parti malien, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, arrivé en troisième position avec près de 9,6% des voix, qui a apporté son soutien à titre personnel à Ibrahim Boubacar Keïta. Considérant l'aspiration profonde des Maliens à la stabilité, la paix et la sécurité, prenant en compte la volonté de redonner à notre pays son honneur et sa dignité, conscient de l'appartenance de l'ADEMA et du RPM, le parti d'IBK à la même famille politique, celle de l'Internationale socialiste, je lance un appel solennel à tous mes compatriotes qui ont voté pour moi à reporter leur voix sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour, a déclaré Dramane Dembélé au cours d'une conférence de presse à Bamako. La mobilisation des Maliens pour le second tour reste une inconnue importante après le taux de participation exceptionnel de 51,5% au premier, dans un pays où on n'avait jamais dépassé 38%, mais plus de 403 000 bulletins ont été déclarés nuls. Malgré les inquiétudes, le premier tour s'est déroulé sans aucun incident majeur et a fortement mobilisé les Maliens, signe de leur volonté de sortir au plus vite de la crise. Donc les Maliens qui vont se rendre à nouveau aux urnes le 11 août prochain dans le cadre d'un second tour pour l'élection présidentielle, la première depuis la chute d'Amadou Toumani Touré, c'était en mars 2012. Les Zimbabwéens n'auront pas besoin d'un second tour à l'issue du premier tour de l'ère présidentielle organisée le mercredi dernier. Les résultats ont été rendus publics aujourd'hui. Eh bien, le président sortant, Robert Mugabe, 89 ans, va rempiler. Il a été élu à 61% des voix exprimées contre 33% pour son rival, Morgan Tsvangirai, son premier ministre. Celui-ci a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de cette élection, accusant beaucoup de fraudes qui l'ont marqué. Et puis l'Iran n'a pas besoin de procéder à des élections présidentielles, ils l'ont déjà fait il y a un mois et demi. Et le nouveau président a été investi aujourd'hui devant le guide suprême Khamenei, Ali Khamenei, et c'était l'occasion pour le nouveau président Hassan Rouhani d'expliquer ses priorités, notamment la relance de l'économie, et donc de tenter d'obtenir la levée des sanctions internationales imposées à son pays et un compromis sur le nucléaire. Voilà, ce journal est à présent terminé.
Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça y est, c'est désormais fixé. Le collège électoral est convoqué pour le 12 octobre 2013, collège électoral pour donc les législatives et les communales. Une autre date à retenir, c'est celle du 26 octobre 2012 en cas de second tour. Un décret a été adopté aujourd'hui au cours d'une réunion du Conseil des ministres. Ici, c'est l'offensive menée depuis vendredi matin par l'armée tunisienne dans l'est du pays contre les salafistes dans le mont donc Chambi. Cela se trouve à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Et ici, ce sont de nombreuses manifestations et marches organisées à travers le monde musulman dans le cadre de la journée mondiale de Quds, l'occasion pour les organisateurs de ces différentes marches et manifestations de dénoncer la politique de judéisation entreprise par le gouvernement israélien. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Séré Sidibé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.